Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, on va parler de loup-garou, avec l'un des premiers films cultes dans cette thématique, mais pas le premier produit au cinéma. Il y a eu pas mal de courts-métrages au préalable, et même un premier long en 1935, Le Monstre de Londres, déjà produit par Universal, qui donc 6 ans après, en 1941, remet le couvert, mais intègre ici cette créature dans sa série de films Universal Monsters. Donc, le loup-garou, c'est le titre français, ou The Wolfman en version originale, qui fait suite au Dracula, Frankenstein ou autre, Homme invisible. Mais attention, ici, ce n'est pas une adaptation littéraire, c'est juste donc repris de folklore ou autre mythologie européenne, mais pas que, hein, des traces de loup-garou un peu dans des histoires ancestrales, on en trouve partout. Si j'en parle ici, ce n'est pas parce que j'ai fait, voilà, ces gros mythes, le mystère du lapin-garou avant, c'est un hasard, mais c'est que bientôt, là, en salle, va sortir le nouveau Leigh Whannell, qui avait déjà remaké Universal Monster avec The Invisible Man il y a quelques années, et il va ici recommencer avec Wolfman. Voilà, je voulais donc voir l'original, on peut dire ça comme ça. Et pour interpréter ce loup-garou, être humain au départ quand même, nous avons Lon Chaney Jr. qui remplira après pour au moins un film après où ça va être interconnecté avec Frankenstein. Nous avons également Claude Rains qui ne joue pas l'homme invisible, mais le père du héros. Oui, un acteur qui va avoir deux rôles différents dans le même univers. Finalement, le MCU n'a pas inventé quoi que ce soit. J'y pense pour Robert Downey Jr. Vous voyez la référence. Il y a Bela Lugosi aussi qui est là, qui joue pas Dracula, mais un des gens du voyage qui va avoir une importance capitale au début du film. Citons d'ailleurs l'autre personnage de cette communauté, joué par Maria Ousmanskaya, qui va avoir quelque chose de fort aussi dans sa prestation. Et la jeune, à l'époque, Evelyn Hankes, qui joue le love interest du personnage principal. On démarre sur une fausse romance, mais on va aller bien ailleurs, vous l'avez compris. L'histoire donc de Lawrence Talbot, qui revient au Pays de Galles, hein, après une absence de plusieurs années. Il était aux États-Unis et il a appris la mort de son frère. Et donc, il revient auprès de son père pour reconnecter. Disons que le père avait choisi le frère comme héritier. Le frère n'est plus là, l'autre revient quand même pour reprendre la suite des affaires. Il n'y a même pas spécialement de drame familial en jeu au départ. Même si finalement, vu l'évolution de l'histoire et notamment son final, ça peut jouer. Et Lawrence Talbot, direct, il veut draguer. Il fait le prédateur, mais pas en tant que loup, en tant qu'être humain. Il voit une femme en face, là, et il va chercher chez elle une canne, mais il veut autre chose. Sauf que cette canne, déjà, elle annonce quelque chose. Une canne avec un poumon en argent représentant un loup et un pentagramme, un truc, enfin un symbole. Bah oui, son destin est tout tracé. Parce que, en parallèle, vous avez l'arrivée de gens du voyage, qui sont là pour dire la bonne aventure, tout ça. Et parmi eux, il y a Bela Lugosi, qui lit dans la main d'une dame que c'est sa prochaine victime. Alors c'est pas un tueur à série, monsieur, c'est juste qu'il a une malédiction, on a compris, hein, il se transforme en loup, c'est lui le loup-garou de base, et il va tuer la dame. Et alors c'est là que Talbot, il débarque à un moment en mode « je vais la sauver », il va combattre le loup, le tuer, mais le loup a déjà tué la jeune femme. Et dans le combat, alors qu'il tue le loup, il se fait mordre. Bon, le lendemain, on retrouve 2 cadavres. Bizarre, hein. Et oui, le loup, quand il meurt, il redevient humain. Et Talbot, Lawrence, on va l'appeler comme ça, on ne voit pas la trace de sa morsure. Elle est déjà intégrée en lui, et la malédiction est donc passée en son sang. Tant et si bien que chaque nuit, il n'y a pas de nouvelle lune là, hein, c'est pas une histoire de pleine lune et tout, c'est toutes les nuits, voilà. Il va se transformer en créature et tuer potentiellement des gens, notamment un fossoyeur. Va arriver évidemment une forme de folie en lui, parce qu'il se demande ce qui se passe, il comprend pas, puis il comprend, et personne va le croire, surtout pas son père. C'est toute une histoire là sur le bien et le mal, intéressant, et sur aussi l'idée que la lycanthropie, puisque c'est le terme scientifique du loup-garou, était souvent liée à la schizophrénie. Donc est-il fou? Nous on sait que non, mais en tout cas, les actes qu'il commet, c'est sous une forme de folie qu'il ne contrôle pas. Alors, c'est une découverte tardive, hein, me concernant. J'avais vu probablement des extraits. La musique me disait quelque chose. Elle a peut-être été reprise dans d'autres contextes. Mais il y a un thème qui revient au moment. Bon, voilà, c'est rentré dans l'histoire, quoi. Et moi, ça m'amuse beaucoup parce que la même année, MGM, alors peut-être qu'ils veulent concurrencer Universal, je ne sais pas,
sort Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous avez les mêmes thématiques. Alors ça, c'est une adaptation littéraire pour le coup, alors que là, non. L'idée du double, l'idée du bien et du mal, de la folie ou pas. C'est à peu près pareil. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je l'ai vu il y a très 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 longtemps. Il faudra que je le revoie, parce que je crois que c'est Victor Fleming en plus à l'arrière, c'est quand même pas n'importe qui. Autant dire que celui-ci est peut-être moins marquant cinématographiquement parlant sur pas mal de choses, mais il fonctionne super bien. Dans l'atmosphère et aussi l'idée de rendre ça mystique. L'arrivée des gens du voyage, alors évidemment on est dans une forme de folklore où on pousse un peu les stéréotypes, évidemment, mais il y avait pas mal de loups-garous dans ces contrées où, voilà, on les appelle les Roms aussi, les gens du voyage, mais ils ont parcouru l'Europe. Les origines, plus ou moins en tout cas, connues des gens du voyage, c'est plutôt le nord de l'Inde, hein, en vrai. Mais bon, on imagine les Tziganes, Roumanie, Arménie, c'est là aussi où on a le berceau alors, du vampirisme, mais aussi du lycanthropisme, même s'il y a eu aussi des histoires, que ce soit en France ou en Angleterre, et le Pays de Galles se marie bien dans cette idée. Donc voilà, les premières attaques de loups dans la forêt avec la brume, ça fonctionne super bien. On voit que c'est du studio, mais dans l'ambiance, ça fonctionne super bien. La transformation, bon, on joue avec les effets de l'époque, il n'y a pas un immense budget par rapport peut-être à d'autres films de ce style-là, mais bon, et encore, ça passe bien. Le maquillage, on y croit, on n'y croit pas, ça, hein, évidemment, c'est 1941 quand même, mais ça fait son effet surtout sur le côté thématique et sur le fond, il y a quelque chose qui est intéressant. Le film est limite trop court, il ne fait qu'1h10. Ça aurait pu aller plus loin. Cette idée donc du bien et du mal, les discussions entre le père et le fils, c'est intéressant. Moins le début, hein, quand Lawrence Talbot fait un petit peu son forceur avec la dame, mais ça aussi c'est le contexte de l'époque. On nous fait croire une potentielle romance et derrière ça va être compliqué, mais en fait pas du tout. Limite on évacue le personnage féminin, une fois que son amie est morte, c'est un peu plus compliqué. Et l'idée après de la malédiction, qui est bien traitée. Malédiction par héritage, d'une certaine manière, et c'est intéressant parce que vous avez d'un côté le père et le fils, avec cette idée que le fils revient auprès du père, et à la fin, le père va devoir faire un choix en sachant que son fils vraiment potentiellement se transforme en loup. Alors il l'attache parce qu'il se dit oui, il faut que tu te contrôles toi-même, c'est de la folie, tu es schizophrène. Il pense que son fils est tueur, quoi. Et il essaye de le sauver comme ça. Et en parallèle, du côté des gens du voyage, vous avez donc le personnage de Bela Lugosi, qui va mourir et filer sa malédiction, qui est le fils du personnage de Maleva, donc. Et à un moment, vous allez avoir c'est ce double parallèle mère-fils et père-fils, et à un moment, la mère et le père, les deux clans différents, si vous voulez, vont se parler et se dire, bah, il faut faire face à tout cela, quoi. Nos enfants sont maudits. Bon, l'un est mort, l'autre, on ne sait pas s'il va mourir, je vous dis pas la fin quand même si cette fin est contredite par la suite qui sera faite après, et le mélange avec Frankenstein. Mais c'est passionnant, ça. En limite, le souci, c'est que c'est pas assez développé. Mais ça se suit bien, il n'y a pas de temps mort du coup, avec un jeu sur les décors, et aussi l'intérieur de ce château Talbot, là, le Talbot Castle. On voit que c'est une famille bien ancestrale et tout, et que la réputation est potentiellement en jeu. Donc le père, il voit son fils divaguer, c'est compliqué quand même. Sachant que c'est pas le fils choisi à la base et que le fils préféré est mort avant, donc c'est là où on a cette montée potentiellement dramatique, mais qui manque quand même d'un climax, je pense, si ce n'est que quand même le climax sont là à la fin. Et c'est plutôt bien interprété également. Lon Chaney Jr., il est plutôt bon dans cette idée de perte de contrôle. Alors qu'au début, on le voit hyper sûr de lui, il va draguer en mode « Ouais, je suis certain que ça va être elle, la femme de ma vie, si je le décide. » Non, d'ailleurs, il se fait rembarrer. C'est là où il y a le retournement potentiel aussi. Il va pas tout contrôler dans le film, et tant mieux. Et alors voilà, après, c'est passionnant ça. Parce que la mythologie du loup-garou, elle a marqué pratiquement tous les folklores. Et alors, s'il n'y a pas eu d'œuvre littéraire marquante dans le loup-garou, il y a quand même une référence au Petit Chaperon Rouge. Alors moi, ça m'amuse. Elle est en VO et en VF. Hein. Parce que, pourquoi pas, mais bon, dans Petit Chaperon Rouge, c'est quand même un loup, tout court. Alors peut-être que les frères Grimm ont fait une version avec un loup-garou, ou il y a eu des versions avec des loups-garous aussi pour le Petit Chaperon Rouge, parce que vous savez que ce sont des contes qui ont été réécrits et adaptés dans plusieurs styles. Mais voilà, moi ça m'a amusé parce que elle, non, ça sera pas le Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge, pour le coup, c'est l'autre fille qui va y passer au début. Donc ouais, c'est à voir. C'est cryptique, c'est mystique, c'est
passionnant sur le folklore, faire dérouler ça au Pays de Galles avec ses moments de brouillard et de brume la nuit. Oui, avec son château aussi, forcément. Donc, c'est pas forcément le plus marquant des films des Universal Monsters que j'ai vu. Le Dracula de Todd Browning, il faudra que je le revoie. J'en ai pas parlé sur la chaîne, ça tombe bien. L'Homme Invisible, j'en ai parlé sur la chaîne, c'est quand même très bien. Et le Frankenstein, je ne sais pas, je crois que je l'ai déjà vu il y a longtemps, mais très 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 longtemps. Peut-être qu'il faudra que je m'y replonge. Je ne promets pas de faire des suites avec les interconnexions dans tous les sens. Mais bon, vous me direz si ça vaut le coup. D'ailleurs, en commentaire, vous avez trois choses. Donnez votre avis sur le film. Deux autres choses à faire. Est-ce que c'est votre film de loup-garou préféré de l'époque? Parce que depuis, il y a quand même eu de très bons films de loup-garou, Joe Dante, John Landis, par exemple, pour ne citer que cela. Et il y a eu Teen Wolf, que j'ai jamais vu aussi. Et quel est votre film Universal Monsters préféré? Voilà, je vous balance ça en plus de votre réaction, évidemment, en priorité sur cette œuvre-là. Le loup-garou de 1941 de Wolfman. Et en attendant, bien sûr, la vision de Lee Whannell. Va-t-il en faire une œuvre féministe aussi comme Invisible Man? Vu là le début du film de 1941, on pourrait. Prédateur, hein, attention. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!